François Bon, 1925-2025, un an avec Howard Phillips Lovecraft et le petit carnet que je vous mets là, juste devant mon micro en éventail. Celui qu'on suit, c'est celui de 1925. Il est de ce format-là, il est de cette marque-là, de cette espèce de cuir, même quand je l'ai regardé l'original en 2015 à la John Hay Library de Providence, il y avait cette petite poussière qui partait, mais Lovecraft s'en sert tous les jours pour répertorier dans des notes un petit peu hiéroglyphes ce qu'il considère comme important dans sa journée, ou de même que les silences et les absences sont importants aussi, mais on essaye de pas faire de conjecture, simplement on a un document exceptionnel en ce qu'on a sur toute une année, heure par heure, jour par jour évidemment, mais ce qui est du manger, ce qui est des conversations, ce qui est des trajets, ce qui est de la lecture, ce qui est de l'écriture, et donc on est vraiment dans une vie d'écrivain qui passe simplement à être assis à sa table, mais évidemment ça en fait aussi partie. Alors on est le 13 mars, tout de suite à ordinateur. On retrouve donc cette semaine qu'on a commencé dimanche 8, lundi 9, mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13. C'est pas parce que ça nous porte malheur qu'on a un jour d'écart. On aura un jour d'écart du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il se passe quoi? Lever à midi. Bon, ça c'est un petit peu habituel. C'est un petit peu son rythme à lui. Vous savez que Sonia s'accompagne et partage le studio avec lui depuis 3 semaines bientôt. Je crois que la semaine prochaine, elle partira à Saratoga avec une sorte de job de gouvernante, mais surtout pour être à la campagne et pouvoir enfin se soigner. Et avec tous les problèmes qu'elle a, elle vient d'avoir une petite opération, là, des fosses nasales. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, ça les regarde, mais je pense que ça contribue forcément à un statut d'angoisse latente pour Lovecraft qui travaille sur l'angoisse en littérature, d'accord, mais quand c'est l'angoisse là dans la vie ordinaire, c'est pas la même chose. Ça fait là une bonne semaine que c'est comme ça, on sent là une sorte de rétraction, mais, dans les promenades, dans les lectures, dans ce qui est noté. Ils sont dans une période de tension qui est rien de psychologique, mais dans un contexte incertain, dans un contexte instable. Alors, c'est pas ça nous qui nous préoccupe, mais ça ne rend pas forcément facile le décryptage de nos petites notes. En tout cas, donc, Sonia, on ne la retrouvera que le soir. Je suis sûr qu'on va apercevoir ça quelque part. Voilà, S.H. arrive, donc elle revient dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Se lève à midi. Ah oui, hier, vous vous souvenez, on avait le laveur de vitres, window cleaner came. Ah, il y a un petit problème, il y en a une qui ne ferme pas, il y a une poignée ou quoi. En tout cas, aujourd'hui, voilà le window fixer. C'est l'avantage d'être locataire. C'est l'avantage d'être locataire, on s'occupe de tout ça pour vous. Donc aujourd'hui, passe à un menuisier. Quelquefois, vous entendrez un petit peu au-dessus, là, moi, quelques bruits de petites scies électriques. C'est pour aller exprès, là, accompagner ce window fixer. Taylor, est-ce qu'on lui livre des habits? Est-ce qu'on lui livre... Je me souviens plus trop ce qu'on a fait, là, les jours derniers. Il a changé de chaussures, il a été chercher ses lunettes. Peut-être ça concerne simplement une livraison concernant Sonia. C'est pas grave, et le mot Taylor, my Taylor is rich, mais le sien, je ne sais pas. Il continue d'écrire des lettres, c'est qu'on n'a pas de lettres en ce moment. Ça va bientôt reprendre enfin les lettres à la tante Liliane, mais on a perdu celle écrite au mois de mars. Hop là, regardez, c'est demain
wrote LDC. J'écris à Lillian, mais celle-ci, elle fait partie des perdus. Et on a toujours ces 4 bifures. Et peut-être, probablement, ça veut dire qu'il a écrit un petit bout de son journal pour Lillian, et puis un autre, et puis un autre, et un autre. Et donc, s'il marque samedi 14 avec 4 bifures, c'est que ça y est, le journal a été rempli en 4 fois successives. Là encore, c'est des conjectures, puisque la lettre est perdue, mais quand il dit qu'il écrit des lettres, ça doit être encore ce courrier pour lui, évidemment important là, pour le National Amateur, ce mouvement-là avec ces revues qui paraissent à la fois à Boston, à Cleveland, et puis dont il prépare le numéro pour l'échelon national en juillet. Donc il passe l'après-midi là à écrire pendant que le menuisier répare sa fenêtre. Et quand Sonia revient, ils s'en vont au Pickwick. On l'a déjà vu passer, le Pickwick, une de ces adresses où on peut probablement manger pour pas cher. Et quand on revient, on s'arrête à Station Shop. Vous savez, partout, là, sous ces stations de métro elevated, là, les grands métros aériens, eh bien, c'est plein de petites boutiques où on peut trouver de quoi tenir jusqu'au lendemain. Et là, on a de la chance aujourd'hui. Et chaque jour, c'est un petit peu comme ça. Tu te dis, lever midi. Ouais, mais à chaque fois, il y a un petit truc qui vient fulgurer. Je lis Erich Zann à voix haute. Et la journée est finie. Alors, de quoi il s'agit ? Erich Zann, c'est une nouvelle écrite en 1921 et qui justement a été publiée dans ce National Amateur. Et c'est le rôle aussi vital là dans l'histoire d'écrivain de Howard Phillips Lovecraft que cet outil de publication qui est à eux qui en sont les bénévoles, membres de l'association, eh bien c'est une plateforme de tests, d'essais, et donc on n'a pas à aller soumissionner, à envoyer. Non, il l'a publié dans le National Amateur, comme en 1923, il a aussi publié un autre texte, Hypnos, il a publié ça, la nouvelle d'Erich Zann, dans ce National Amateur. Mais, alors vous savez que là, il a publié en novembre, en janvier, en février, 3 histoires dans Weird Tales. Ça lui a fait une bonne $50 et c'était bienvenu. Weird Tales se propose de reprendre la musique d'Erich Zann et pour ça, est-ce qu'il la relit, est-ce qu'il la révise? Mais en tout cas, c'est la première fois que je vois mentionner qu'il, d'une part, son travail de fiction, à part dire « Oh, il y a Weird Tales au kiosque de presse du métro, je l'achète d'un air dégagé. » En disant ou montrant à Kirk ou Sonia « Oh, vous avez vu cette revue? Ils ont publié un texte de moi. » Donc que j'exagère et je caricature un petit peu. Mais c'est la première fois qu'on voit évoquer, là, 13 mars, dans le journal, un texte, non pas en train d'être écrit, mais un texte écrit il y a 2 ans, qu'il reprend pour une nouvelle publication. Alors, on n'a pas là de version avec les corrections, les machins. Probablement, vu le niveau de précision et d'achèvement de Lovecraft. Moi, ce qui m'émerveille, c'est pas une question d'être émerveillé, c'est une question de culture totalement différente entre la littérature anglo-saxonne et la littérature française. En tout cas, la littérature américaine. C'est-à-dire, on est sur l'espace là d'une nouvelle, disons à lire, il faut 25 minutes. Lui, je ne sais pas quel temps il met, à quel rythme il va, mais moi, c'est une de mes lectures préférées. Lire Erich Zann en public, vous me dites, viens me la lire, j'arrive, mais j'arrive. Et j'ai eu le bonheur aussi de la proposer plein de fois. Et ça parle de quoi? Il y a un musicien, un violoniste, et le violoniste, il va mourir à la fin, ce qui est pas... moi, j'ai quand même mon meilleur ami, le violoniste Dominique Pifarelli, eh bien, plein de fois, il a osé. Et Dominique, je vous assure, il est jamais mort. Mais
quel plaisir à lire ensemble, là. Et finalement, c'est pas quand tu dis, là, staccato et machin, que Pifarelli. Non, non, non. C'est des intensités, des montées, des relais. Par moments, oui, il faut que le violon s'embarque et qu'on n'entende à peine plus que les mots. On joue comme ça. Et c'est un bonheur, un bonheur. Là, ces derniers temps, Dominique me disait, mais tu crois pas qu'on pourrait lire autre chose que Eric Zahn? Bon, en tout cas, pour moi, cette nouvelle, c'est ça. Alors, quand je dis une différence de culture profonde entre, par exemple, Proust, la façon digressive de s'organiser en boucle, en bifurcation de la prose, de la langue française, c'est la même chose qu'on voit s'amorcer chez Balzac, beaucoup moins chez Flaubert, mais quand on est à traduire. On sait que moi, Lovecraft, pour le traduire, il y a quelque chose que je n'ai fait qu'avec lui, pas avec les autres. Tu traduis la phrase, tu oublies la phrase qui est avant, et tu ne prends pas connaissance, en tout cas tu le gommes dans ta tête, de la phrase qui peut suivre. C'est-à-dire que la phrase de Lovecraft, elle va créer l'intensité du récit, parce que justement, elle ne donne pas de lien avec ce qui va suivre. Ce qui va suivre, c'est parce que la phrase est un bloc qui se pose là en attente, et un bloc qui a renversé ce qui la précédait. Et quand tu arrives au bout de l'histoire, en plus il y a toujours un moment où, quand tu es dans la fin d'une traduction de cet ordre-là, tu as tout d'un coup 2-3 passages qui viennent, là, presque tu les ferais en impro, enfin, c'est jamais ça, évidemment, mais ça tombe tout seul, parce que toi-même tu t'es fabriqué dans la langue de l'histoire, et tu t'aperçois que à la fin de l'histoire, quand il y a le moment là de la résolution, tout au bout, il n'y a pas un détail, il n'y a pas un mot, tout au long. Et c'est pareil pour Montagne de la Folie, c'est pareil pour L'Appel d'Orteloup, c'est pareil pour Dans l'Abîme du Temps, donc des formes beaucoup plus longues, là, que des nouvelles comme Dagon, comme The Outsider, qui sont, ou L'Innommable, donc qui sont pour moi là, le cœur d'invention de H.P. Lovecraft. Eh bien, chaque point traversé a sa place précise dans la résolution finale telle qu'elle se produit. On est dans le contraire absolu d'une construction digressive. Et c'est pour ça que je suppose qu'il le lit à voix haute, mais il n'y a pas forcément à corriger. Alors, ce qui est curieux, c'est que, par exemple, lire à voix haute, moi, j'aime pas le faire. Alors, évidemment, tu le fais en public, et c'est autre chose. Il y a la scène, et je vous le dis, je vous le répète. Dites-moi, viens nous lire, j'arrive, ou Balzac, ou Rabelais, j'arrive. Mais tout seul, lire quelque chose tout seul, ici, non, c'est l'oreille interne, et c'est l'oreille qui fait mal quand tu écris. Lovecraft n'a pas trop, peut-être dans les lettres, certaines lettres que je ne connais pas, mais contrairement à Baudelaire, par exemple, il n'a pas trop parlé de cette question, il n'a pas parlé de cette question de l'oreille interne, de l'éducation à la voix. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, Sonia? Elle écoute, ou simplement elle a pris un livre et elle est là dans un autre coin de la pièce? Est-ce que Lovecraft lit pour lui musique d'Eric Zahn parce que il veut tester pour lui. Je trébuchais en arrière dans le noir sans moyen d'allumer une lumière, m'écrasant contre la table, renversant une chaise en tâtonnant pour finir vers le point où l'obscurité semblait extirper d'elle-même. Cette musique atroce me sauvait ainsi qu'Eric Zahn pouvait au moins essayer quoi que ce soit que les puissances m'opposent. Un moment, je pensais qu'une chose froide m'effleurait. Je criais, mais comment mon cri aurait pu s'entendre par-dessus la hideuse viole? Tout d'un coup, hors de l'obscurité, l'archer fou me heurta. Je sus que j'étais près du musicien. Je le sentis devant moi. Viens, Lovecraft, toucher l'arrière de la chaise de Zahn. Lovecraft, touche-moi l'épaule. Je lis ton texte à mesure que toi tu le lis. Lovecraft,
trouvait ses épaules. On lit tous les deux ton texte. Je le secouais pour le faire revenir à ses sens. Mais il y a ce moment, il y a cette demi-heure où là, dans cette chambre en pleine nuit, Clinton Street, Sonia Lovecraft et lui relie sa musique d'Erich Zann. Alors ça, il fallait quand même pas le manquer. Alors, dans le PDF, évidemment, je reprends le petit facsimilé d'aujourd'hui avec ce Read Erich Zann aloud. Aloud. Formidable ce mot. Nous, on n'a pas de mot, un seul mot là, A-L-O-U-D, 5 lettres pour dire à voix haute. Rabelais dire haute voix infatigablement. Ça revient plusieurs fois dans Rabelais. À haute voix infatigablement. Lovecraft, aloud. Alors en tournant autour, ça m'a renvoyé cette correspondance qui est si importante dans l'histoire de H.P. Lovecraft, c'est 1930, 1932, premier volume, 1933, 1936, le deuxième. Et on a la chance, là, d'avoir les lettres que Lovecraft envoie à Robert Howard et les lettres que Robert Howard répond à Lovecraft. Donc c'est vraiment une correspondance, un échange, et quelquefois ça y va par paquet de 30 pages, et on nous fait grâce de rien. C'est le rapport aux origines celtes, par exemple, les questions touchant Hitler, par exemple, c'est pas la même chose selon qu'on est en 33 ou en 36, on voit tous ces renversements, on voit ces deux hommes là qui s'affrontent à des choses hyper sérieuses. Eh bien, dans une des premières lettres de Howard à Lovecraft, on a un très beau passage où ils n'ont pas fait connaissance encore, ils feront jamais, ils se rencontreront jamais, mais c'est que Howard se suicide et Lovecraft, c'est pas qu'il s'en voudra, mais c'est comment même cet échange le plus dense ne peut pas empêcher l'autre de marcher vers son suicide. Ça fait partie là, de ce qu'on trouve là dans le fond. Et alors, voilà, c'est le petit passage que j'ai mis ici. Je vous remercie de m'avoir prêté le manuscrit que je vous renvoie par la présente lettre. Il n'arrête pas par courrier de s'envoyer. T'en vaut pas un fichier joint. Hein, t'as des carbones, t'envoies le carbone. Je l'ai trouvé fascinant avec ses horrifiques allusions à des monstruosités semi-humaines, à des villes de sages situées dans des jungles sombres et sinistres. C'est le genre d'histoire d'horreur que j'aime. Donc c'est Robert Howard qui parle à Lovecraft de son écriture avec ses présages étranges et son apogée macabre et surtout la nappe d'ombre et les implications sombres qui se cachent derrière l'action visible de l'histoire. Ça fait partie des plus belles définitions d'écriture de Lovecraft que je connaisse. C'est pas du baratin, tu comprends? Comme vous le dites, les magazines en fascicules se spécialisent à un rythme alarmant. C'est ouais, parce que, alors là, il se moque Howard, parce que t'as les histoires de western, t'as les histoires de combat, t'as les histoires d'aviation, les histoires de gangsters, et les magazines s'appellent Wild West Weekly, Battle Stories, Gangster Stories, Two Gun Stories. Vous savez que Han Berger, le propriétaire de Weird Tales, lui-même, maintenant, il a 4, 5, 6 magazines comme ça. C'est du petit truc de niche. Et Lovecraft écrit aussi en fonction de cette niche représentée par tel ou tel magazine. Donc on a même un Wall Street Stories. Et qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai jamais essayé le domaine de la pseudo-science. Howard, voilà ce qu'il dit. Vous savez, lui, c'est l'homme préhistorique, Conan le barbare. Je suis tellement ignorant de la mécanique et de la science qu'il me serait virtuellement impossible d'écrire de manière convaincante dans ce domaine. Alors que Lovecraft, lui, il parle d'Einstein. Il parle de la courbure de l'univers selon les équations de Riemann. Et il n'a pas peur de la science. Et c'est dans cette fascination de l'inconnu qu'il trouve la
pas ce qui dresse son histoire dans un monde hors du nôtre. Ça aussi, c'est important. Et j'espère qu'on trouvera d'autres pistes là de science. Je crois que vous pourriez leur vendre des histoires bizarres. Il parle est-ce que vous avez essayé d'envoyer des histoires à Hargozi? Je crois que vous pourriez leur vendre des histoires bizarres. Ils engloutissent des textes de Mérite et vous l'avez battu à plat de couture. Non pas que Mérite ne soit pas bon, il l'est, mais son travail n'a pas l'horreur pure, sombre et gothique de vos récits. Une simple touche de fantastique vient parfois ternir son travail, alors que vos contes d'horreur sont bâtis en fer noir, sans la moindre touche de clinquant. Et Howard continue, c'est là que réside leur grandeur. J'ai lu vos contes dans les vieux numéros de magazines, c'est qu'il l'a découvert justement par Weird Tales, l'innommable, le temple, lui, le terrible vieil homme, la clé d'argent, donc pas simplement Weird Tales. Et j'espère que Farnsworth, ça c'est important, c'est ça aussi qui m'a fait ce matin dire tiens, c'est ça que je vais garder dans mon petit PDF. Alors, vous savez que Farnsworth, c'est quand Hanna-Berger a proposé à H.P. Lovecraft de devenir le rédacteur en chef, mais qu'il fallait aller à Chicago, et il a refusé. Et donc, c'est ce Farnsworth qui a pris, là, le job là, de rédac-chef de Weird Tales, trouvera les moyens de les publier rapidement sous forme de livres. Et ouais, mais Lovecraft n'aura jamais cette chance de son vivant que ces histoires soient rassemblées sous forme de livres. Et là, tout d'un coup, ce qu'on voit, c'est que il s'en serait fallu peut-être de très peu. C'est-à-dire que si Farnsworth avait dit « Ouais, on va publier un recueil des nouvelles de Lovecraft », peut-être que sa vie aurait été totalement différente. Et pourquoi pas même, mais ça c'est encore une autre, c'est de la biographie fiction, ça sert à rien. Dire ce qui fait survenir le cancer de l'intestin grêle, à force de misère, à force de haricots en boîte qu'on mange, peut-être non plus, ce serait pas advenu. Et Lovecraft, il serait mort dans les années 1970. Allons, on s'en fiche, c'est pas ça, on n'a pas le droit de penser à ça. Mais dans ce passage, alors maintenant on va aller voir évidemment le New York Times. New York Times, 13 mars, vendredi 13 mars 1925. Qu'est-ce que j'ai pris? Ouais, ce McCabe. Le suicide de ce McCabe, c'est quelqu'un qui est adjoint au maire, ou en tout cas qui exerce en gros administrateur, ou comme aujourd'hui on aurait secrétaire de mairie, enfin c'est comme ça que ça s'appelait autrefois, mais pas dans des grandes villes et des grandes mairies comme le Bronx, mais il est deputy city clerk dans le Bronx, donc ouais, quelque chose. C'est pas comme adjoint, vous voyez, c'est plutôt responsable administratif là. Et vous savez, on a évoqué la semaine dernière qu'il y a une énorme résistance au mariage de mineurs. C'est-à-dire les parents qui forcent les enfants de 14 à 16 ans à se marier. Il y en a eu, je crois que c'est monté là, en un an à 150 000, quelque chose comme ça. Et donc il y a une réaction très forte qui s'organise. Et apparemment, là, dans le Bronx, l'enquête qui est menée sur comment s'arrangent ces mariages de mineurs organisés par les parents, eh bien, ça conduit McCabe à attendre que le train de banlieue arrive. Le conducteur voit la silhouette, il freine tant qu'il peut, mais voilà, c'est le détail. Ce type se jette sous un train de banlieue et tout d'un coup, là, c'est encore cette question-là des mariages d'enfants qui ressurgit. Épidémie de grippe à Chicago. Épidémie de grippe, 280 morts en 12 jours. Là encore, c'est des indicateurs. Regardez, aujourd'hui encore, là, ce Kennedy, valet de Trump, qui dit que les épidémies de rougeole, eh bien, ça se soigne à l'huile de foie de morue. On n'est pas sorti de tout ça. On n'en est pas sorti. Donc, là, 28 morts par jour à Chicago dans l'épidémie de grippe. Mais on est encore, vous savez, à quelques années, là, dans ces grands pics en France, là, à peine la guerre 14-18 est finie de la grippe
espagnol. On se disait, donc là encore, ces petites choses, ces petits indicateurs. Ben oui, Lovecraft travaille sur l'angoisse. Il a peur. Là, c'est ce premier moteur du lien de la littérature au monde. Bien, ces questions de fièvre inexpliquée, tout ça, il faut bien que nous, on s'occupe de s'en saisir, tout simplement. Pas une petite copie écran, mais notre fresque, là, qui va être sur 370 petits PDF comme ça, avec les compiles mensuels, là, pour du 1er janvier 1925 au 6 janvier 1926, 370, eh bien, ce truc-là a sa place. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Chaque chose est intéressante en tant que telle. Il y a des empoisonnements. Oh, les histoires d'empoisonnement. On pourrait faire un livre, une compile des histoires annuelles d'empoisonnement. Si, il y a ça qui est intéressant. Parce que l'université, la Yale University, donc dans le Connecticut, c'est une grande université aujourd'hui. Et encore, eh bien, elle a ses collections de fossiles et on a construit, il y a un musée qui s'appelle le Peabody Museum, et dans ce Peabody, on a construit un bâtiment tout neuf pour accueillir les collections de fossiles. Eh bien, savez-vous combien il y avait de fossiles à Yale ? Il y en avait plus d'1 million. Et combien il a fallu de camions pour les transporter ? Ça m'a fait souvenir de quand cette noria de camions passait de la rue Richelieu à Tolbiac, quand il y a eu le transfert là, de la BNF, là, donc la vieille BNF jusqu'à Tolbiac. Pause menuisier. Il s'appelle Pierre, il fait un super boulot. Eh bien, il a fallu 40 camions pour déménager tous les fossiles de Yale. Si je repasse dans mon petit PDF, qu'est-ce que j'ai pris comme autre article ? Eh bien oui, encore William Beebe, l'océanologue, encore de nouveau par radio, un article, oui, c'est lui-même qui signe l'article, c'est-à-dire qu'il envoie son journal d'exploration par radio au New York Times, et ça c'est quelque chose d'entièrement nouveau, mais c'est ce principe-là qui permettra aux montagnes de la folie plus tard de trouver leur tension narrative, y compris quand la communication ne sera plus possible. Eh bien là, il est pris dans une zone de tempête, angoisse et stress pour tout ça, mais ils ont trouvé dans les grandes profondeurs un poisson transparent. Alors cette question de l'exploration sous-marine, mais cette question de comment on peut explorer à distance par ces nouveaux outils et qu'on est confronté directement à l'inconnu. Est-ce que c'est le même inconnu pour eux que pour nous ? Nous, on peut avoir, par exemple, des expériences fabuleuses pour capter ces particules de maison, là, MESON, là, sous la banquise. L'inconnu, il est partout. Mais eux, l'inconnu, il se prend encore à pleine main. C'est aller pour la première fois dans les Sargasses, chaluter et sortir un poisson entièrement transparent. Donc, c'est quel inconnu devient l'inconnu de chaque époque. Et ça aussi, pour moi, c'est une histoire qui est liée forcément à l'imaginaire et à la littérature donc fantastique. Donc, ce William Beebe devient, comme quelques autres, un marqueur définitif et important de notre exploration. On n'a plus Floyd Collins, comme je le regrette, le souvenir de Floyd Collins, ces mondes souterrains. Eh bien, peut-être qu'on va encore les retrouver parce que dans le New York Times, alors, attendez, j'y reviens, il y a toujours ces publicités, là, on est envahi, ben ouais, c'est le printemps, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'achètes un chapeau de printemps. Lovecraft a ramené de Providence son chapeau de paille, il n'a pas besoin d'aller dépenser des sous dans un chapeau de printemps. Mais en tout cas, c'est ça, le délire de ces trucs-là, la cigarette au bec avec la petite moustache et la cravate à pois, le faux col, puisque nous, par contre, Lovecraft, on sait qu'il porte aussi des faux cols, Mallory hats et tous les autres, encore celui-ci, le nouveau New York. Et intéressant, c'est, vous savez, tous les trucs de radio, c'est toujours avec ces gros pavillons, comme ça. Bien, maintenant, ces pavillons, on les met dans le meuble lui-même, ceux de petits indicateurs
qui sont pas de grand chose, mais c'est important aussi de garder ça, de voir évoluer cette question même de l'écoute. Et c'est tout à la fin du journal qu'il y a cette publicité. Bon, mais passé comme ça, c'est toujours, c'est maintenant, tous les jours, je fais ce geste d'aller d'aller balayer en regardant, et tu te laisses disponible. Qu'est-ce qui t'accroche? Et là, c'était tout à la fin. Mais on est vraiment à la page 40 des 40 pages de ce jour-là. Cette publicité, pourquoi? Pennsylvania, Portland, Cement. C'est-à-dire, tu nous embêtes avec des publicités de cimenterie. Ben oui, pourquoi? Parce que tu découvres que là, la sécurité de 5 millions. 5 millions quoi? C'est le nombre d'habitants à New York. Et qu'est-ce que c'est ce dessin? Ce dessin avec une petite cahute et sa petite fumée, avec des ouvriers là, qui sont en train de travailler avec un établi, puis plus loin, là, des finitions, et puis un autre là, qui est sur le rond. Eh bien, il s'agit de ça. Il s'agit de cet aqueduc. Et le mot aqueduc, donc venu des Romains, comme le pont du Gard, on le garde là, aux USA. Et on a construit cet aqueduc de 148 km. On a commencé de le construire en 1907. On l'a inauguré en 1924. Et de ces 148 km, il prend l'eau potable dans les montagnes, là, dans les Rocheuses, dans les Catskills. Et cet aqueduc, mais il arrive dans le haut de New York, sur Yonkers. Là, il est raccordé aux autres réseaux, aux autres arrivées. Il y a des systèmes très compliqués pour les mettre en bypass. Tous les jours, cet aqueduc prend dans la montagne et amène aux 5 millions d'habitants de la ville de New York 2 millions de mètres cubes d'eau par jour. Et là encore, pour moi, on va s'arrêter là. Mais c'est quoi la fresque? La fresque, évidemment, c'est nos petits bonshommes, c'est la musique d'Eric Zahn, c'est ce gars dans la nuit qui relit à voix haute pour voir s'il n'y a pas une phrase là qui peut encore tendre et changer. Et en même temps, c'est cette irrigation, c'est comme le corps avec ses veines. Eh bien, l'irrigation en eau potable de la ville de New York, eh bien, c'est cette publicité là des ciments Portland qui m'ont fait découvrir tout simplement cette question très matérielle de l'aqueduc des Catskills. À demain.